Peut-être deux mots, hein, parce qu'on a le temps, M. Milani n'étant pas là, par rapport à ce qui vient d'être dit, notamment par M. Lafay sur le rapport Stora. Disons que le rapport Stora était célébré par certains et critiqué par d'autres. Hein. Il faudrait peut-être en parler, peut-être c'est pas l'occasion, mais je dois dire une chose, c'est que il est d'une certaine façon, c'est une commande politique. Hein. C'est évident, il est d'une certaine façon un peu, disons, la traduction, j'allais dire, même la méthode du président Macron du en même temps. Hein. C'est-à-dire qu'au fond, on a presque un marché des souffrances, hein, où à chacun on va donner quelque chose de ce point de vue-là, en pensant apaiser les uns et les autres. Or, me semble-t-il, et un peu c'était ma critique sur un rapport Stora, me semble-t-il la question du fondement des violences. D'où viennent ces violences? Et vous en avez parlé. C'est la colonisation. Et Frantz Fanon disait la colonisation et la violence même à l'état de nature. Au fond, c'est une reconnaissance des méfaits de la colonisation qu'il faut. Je pense que les Algériens ne sont pas en demande de repentance, hein. Ils sont en demande de reconnaissance de ce qu'a été la colonisation. Tout à l'heure, M. Ketan parlait de la guerre d'Algérie, mais il y a des guerres d'Algérie. Depuis 1830, il n'y a eu que des guerres, des insurrections de 71, etc., jusqu'à quasiment l'indépendance. Hein. Il n'y a pas eu une guerre d'Algérie. 54-62, c'est une guerre parmi les guerres d'Algérie. Donc si on ne revient pas au fondement même de la violence, qui est la colonisation, c'est Cotter et Jean Devoir. On est dans des mémoires concurrentielles. Chacun va dire nous, et pourquoi, et nous, on était, et nous. Et d'ailleurs, la logique même de Madame Tillon, Germaine Tillon, qui est panthénoïsée, qui avait dit, et qui était une grande humaniste, qui avait dit en gros, et à mon avis elle se trompait sur ça aussi, elle avait dit les ennemis complémentaires, parlant de l'Algérie, elle parlait des ennemis complémentaires. Il faut sortir des radicalismes des deux bords, du bord FLN et du bord radical pied noir ou Algérie française. Et elle avait la métaphore des deux grands, d'ailleurs, de deux grands chameaux dromadaires qui écartelaient la population qui était au milieu. En réalité, je pense que c'est une perspective fausse. Il n'y a pas équidistance. Il faut revenir au fondement, aux causes causantes des choses. On ne peut pas tenir une équidistance entre le dominé et le dominant. C'est un peu cette logique, cette perspective, me semble-t-il, fanonienne, qui est plus intéressante que s'il y a une reconnaissance de la colonisation, je pense que tout va s'aplanir. Les choses iront, me semble-t-il. Alors sur les historiens, justement, vous parlez des historiens, moi, on a travaillé en histoire, on connaît l'histoire comme discipline et comme métier même. Les historiens, c'est des êtres humains aussi. Il y a quelqu'un qui a écrit d'un point de vue de principe épistémologique que je crois que c'est Ferdinand de Saussure, qui disait c'est le point de vue qui crée l'objet, c'est le lieu dont on parle qui permet de voir ou de ne pas voir. Les historiens peuvent utiliser des méthodes de ce qu'est la science historique, mais ils ont des points de vue, si bien qu'aujourd'hui on a aussi une école révisionniste historique. Sur la guerre d'Algérie, sur l'Algérie, vous avez plein de travaux d'historiens. Mais il y a des points de vue différents sur cette guerre, et même sur l'Algérie. Il y a un travail, par exemple, de Daniel Lefebvre, Cher Algérie, titré Cher Algérie, qui se base sur des statistiques, hein, des archives et des documents qui disent que l'Algérie a coûté plus à la France qu'elle lui a rapporté. Elle aurait dû s'en débarrasser. Alors pourquoi elle ne s'en est pas débarrassée très tôt, puisqu'elle lui coûtait? Et quand on discute avec Daniel Lefebvre, qui est décédé d'ailleurs, et quand moi je discutais avec lui sur les statistiques, par exemple sur la scolarisation, qui est un effet de la colonisation positive, qui est même l'œuvre française, dit-on, de la scolarisation, on a à peine 10% d'une classe d'âge scolarisée en 54. 90% des jeunes Algériens en âge d'être scolarisés ne vont pas à l'école. 98% d'analphabètes en 62. Donc où est l'œuvre positive? Quand vous reprenez les statistiques, vous pouvez d'ailleurs, les statistiques nous disent que ce qu'on leur dit sous les conditions où elles le disent. Quand elle prend sur les logements, Daniel Lefebvre disant on a construit des logements, des routes, etc. Il faudrait voir à qui ça a profité et dans quel sens ça allait. Donc, vous voyez, les historiens aussi, même en objectivement, même en étant
en essayant d'être impartial, ils sont situés. Aujourd'hui, il y a des débats entre historiens. Sur le 8 mai, il y a eu des débats. Donc, à mon sens, il faut aller avec précaution. C'est vrai que c'est intéressant de faire une commission d'historiens franco-algériens pour pouvoir avancer sur ça, d'ouvrir les archives, mais encore faut-il que les universités aussi algériennes, de l'autre côté, produisent de bons historiens et que les choses avancent, qu'il y ait des historiens aussi qui s'intéressent. Et on voit d'ailleurs sur les historiens, il y a peu de postes sur l'histoire de l'Algérie ou de la décolonisation dans l'université française. Ça encourage peu les jeunes à y aller. Hein. C'est même du stigmate que d'aller travailler sur ça. Alors les jeunes femmes qui ont travaillé, il faut expliquer leur trajectoire, pourquoi, etc. Mais ils sont rares les gens à aller sur l'histoire. Voilà, je voulais dire un peu, peut-être ouvrir le débat. Quand madame disait, nous les Français, évidemment, il y a eu des souffrances françaises en Algérie, il y a eu aujourd'hui on parle d'Oran, du massacre d'Oran, des disparus, etc. Je pense qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre de ne pas mettre à égalité les choses, ces souffrances, mais d'aller au fondement des souffrances. Je vais peut-être introduire mon deuxième exposé, et puis peut-être ouvrir le débat avec vous. Une petite question, vous avez peut-être le renseignement. Oui. Vous avez parlé de statistiques. Oui, le micro. Le micro, madame, le micro. Parlez dans le micro, madame, s'il vous plaît. Oui, vous avez parlé du très peu d'effectifs d'Algériens scolarisés en 1900, d'après les statistiques officielles. Est-ce que vous avez les statistiques officielles des établissements scolaires qui ont été construits en 1954 en Haute-Kabylie et même en 1962 et qui ont subi le lendemain de leur inauguration, des destructions et des incendies qui les ont complètement détruites de la part des indépendantistes et du FLN? C'est mon mari qui les a construites, ces écoles. Mon mari s'appelait Canavaggio, pense mon nom personnel. Donc, est-ce que vous avez des statistiques sur le nombre d'écoles qui ont été incendiées après le jour de l'inauguration? Oui, des écoles qui étaient permettez-moi de vous répondre. En Haute-Kabylie, oui. Il y a eu des écoles incendiées. Il y a eu des écoles incendiées, il y en a eu beaucoup, par le FLN, oui, il y en a eu. Il y a eu des instituteurs kidnappés par le FLN. Il y en a eu au moins 3, à ma connaissance. Il y en a un qui a été pris par Mira, qui a été libéré par Mira, le commandant Mira, et qui a été prisonnier d'un Méloche. Il y en a eu 3. Moi, j'ai été aux archives et j'ai été à l'école libératrice, qui est le journal du SNI et de la FEM, et il y a eu un débat sur ces écoles incendiées. Et il y a eu des allers-retours. Denis Forestier, qui était le secrétaire général de SNI, FEN, voulait prendre langue avec le FLN pour comprendre l'incendie. Il disait, nous, on est en dehors. Justement, on est contre ces radicalismes. Il a même écrit contre le directeur de l'Écho d'Alger, qui a appelé quasiment à lyncher un certain nombre de syndicalistes du SNI. Pourquoi elles ont été incendiées? Parce que, et d'ailleurs un des instituteurs qui avait été pris en charge, parce qu'on torturait, on était dans ces écoles. On torturait, c'était devenu des camps. C'est écrit dans l'école libératrice. Alors, c'est écrit par des instituteurs eux-mêmes. C'est écrit par des instituteurs eux-mêmes, madame. Merci. 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 Voilà ce que vous dites. Mais bien sûr, les chefs du FLN reconnaissent tout à leur instituteur. Les chefs du FLN, Aït Ahmed, Ben Bella, etc., Boutiaf, Farhat Abbas, reconnaissent tous. Merci. Ils avaient une dette par rapport à leur instituteur. Monsieur Kameli, si vous le permettez, si vous le permettez, pour rester juste avant d'écouter l'intervention d'Aïssa Kadri, quand il dit il n'y a pas équidistance, c'est exactement ça. C'est-à-dire que l'Algérie, c'était une espèce d'endroit où la République se débarrassait. Elle s'est débarrassée
après 1871, la défaite avec Bismarck, elle s'est débarrassée de ces Alsaciens-Lorrains, elle les a envoyés. Elle a envoyé les clochards, les voleurs, les bagnards, elle les envoyait en Algérie. Et là, il s'est passé un truc incroyable. La politique domaniale à laquelle on avait coupé la tête, la Révolution française a coupé la tête, elle a coupé la tête de la politique domaniale 1789-1793. Les Alsaciens-Lorrains qui sont arrivés en Algérie ont remis la politique domaniale au goût du jour. Et ils se sont appropriés 7 millions d'hectares. Et un peu plus tard, on a pris les tribus, on a enlevé leurs noms, on les a dépossédés de leurs noms. On avait des groupes, on avait ce qu'on appelle Adrum, Idelma, on avait des tribus, on a dépossédé les gens de leurs noms. Et concernant l'enseignement, vous ne pouvez même pas apprendre l'arabe. C'était des écoles clandestines. On avait des ardoises avec des espèces de craies, et les gens apprenaient l'arabe, apprenaient le Coran, dans la clandestinité. Et, si vous voulez, il s'est construit comme ça. Il s'est construit un abcès, excusez-moi madame, il s'est construit un abcès, un écosystème qui a complètement échappé à la République, qui vivait en vase clos avec un certain nombre de colons qui dominaient, et ça leur a échappé. Et il s'est installé un apartheid. Il faut dire les mots comment ils sont. Il s'est installé un réel apartheid, et c'est de cet apartheid dans lequel il y a eu dépossession de la terre, dépossession de la langue, dépossession du patronyme, il y a eu le sel de la terre qui s'est soulevé et qui a coupé la tête de l'hydre colonial. Et dans évidemment la chronologie, il y a eu des écoles incendiées, il y a eu des états, mais ce n'est pas un partout la balle au centre, c'était un peuple qui sortait de l'oubli, qui sortait de l'esclavage pour arracher sa liberté. Merci. Merci. Disons que ma réflexion part du constat d'aujourd'hui, c'est-à-dire du mouvement du Hirak. Hein. Le Hirak est un mouvement qui est apparu en 2019, qui est un mouvement, disons, qui a concerné quasiment toute la population algérienne, qui est interclassiste, hein, qui a toutes les classes sociales, toutes les générations, intergénérationnelles, mixées, et qui s'est développé sur tout le pays, d'un point de vue, je veux dire, de demande, de contestation du régime et de transformation, voire certains diraient de révolution, ou du moins d'inscription, un processus de démocratisation de la société. Donc avec la fameuse formule Itnahawga, c'est-à-dire qu'ils partent tous, et donc du dégagisme, hein, qui a caractérisé un certain nombre de mouvements sociaux après ce qu'on appelait les printemps arabes, et que donc partant de ce constat, en perspective historique, j'ai essayé de voir comment on en est arrivé là. En fait, le mouvement du Hirak ne tombe pas du ciel, contrairement à ce qu'on croit. Il n'est pas apparu comme ça, un mouvement pacifique, etc. Il est le fruit ou le produit de multiples contestations qui ont traversé l'Algérie depuis les indépendances. En fait, il retrouve d'une certaine façon, moi j'ai formulé cette hypothèse que j'ai essayé de développer dans un article, il est d'une certaine façon, il répond comme en écho à un mouvement sous la colonisation qui est le mouvement de décembre 60, hein, où les Algériens sont sortis pour dire Algérie algérienne. En fait, il y a une espèce d'algérianité qui s'est affirmée, d'une nouvelle identité. Tout à l'heure, en présentant sur le moment 62, c'est effectivement ça, c'est-à-dire de retrouver l'Algérie algérienne des années 60, l'indépendance, et de reprendre sa souveraineté sur le devenir du pays. Et donc, en revenant sur cette histoire, j'ai fait une petite typologie, je ne vais pas vous asséner tous les détails sur cette typologie, mais disons, les mouvements sociaux en Algérie ont démarré déjà dans les années 62. Tout à l'heure, je parlais des débats, mais dès sous Bembella et sous Boumedienne, il y a eu des mouvements de contestation qui étaient contestations étudiantes. Les années 60, c'était des mouvements étudiants l'UNEA d'ailleurs, l'UJMA, pardon, qui était le syndicat des étudiants, avait dans l'histoire,
une caractéristique assez intéressante, il était plus ou moins autonome par rapport, disons, à la direction du mouvement national. L'UJMA gardait une relative autonomie dans son évolution, et cette autonomie s'est répercutée à un moment des années 62 dans l'expression de l'UNEA, l'Union nationale des étudiants algériens, qui a contesté donc le coup d'État de 65 et qui a donc manifesté contre le pouvoir militaire, le pouvoir autoritaire dans ces années-là, et qui, d'une certaine façon, a été, pour aller vite, intégré, disons, par le pouvoir politique à partir de 2 ou 3 actions. D'une part, la révolution agraire, puisqu'elle a été mobilisée dans une politique de révolution agraire. Elle a été donc intégrée par une réforme de l'enseignement supérieur en 71. Donc dans les années 71-75, les étudiants étaient intégrés, même s'il y a eu quelques manifestations en 75, toujours dans certaines villes, à Constantine, dans l'Est, contre le pouvoir. 75, oui. Il y a eu Alger aussi, oui. Il y a eu quelques petites manifestations. Donc ça, c'est un premier mouvement de contestation qui s'est fait à partir d'intelligentsia, de jeunes étudiants, d'intellectuels, disons-le. Il y avait aussi dans le champ, enfin, ce qu'on pourrait considérer le champ intellectuel du moment, quelques intellectuels qui étaient assez contestataires. Il y avait de vrais débats, j'en parlais tout à l'heure, autour de la langue, de l'identité, de la culture, de l'art, etc., du théâtre. Il y a eu des débats dans ces années-là, il y a eu des travaux très intéressants. Notamment, il y a un ouvrage important sur le bilinguisme, il y a des débats sur le bilinguisme dans les années 60 par un haut fonctionnaire qui s'appelait Mazzoni, qui avait affirmé donc que l'Algérie devait développer le bilinguisme et notamment retrouver les langues d'Alja, la langue vernaculaire, la langue populaire. Donc, premier mouvement 60-60. Deuxième mouvement, disons, c'est les années 80. Les choses, disons, s'apaisent un petit peu du point de vue de ces contestations. D'ailleurs, le pouvoir le voyait un peu, voyait monter ces contestations. Notamment, il a eu une politique de la carte universitaire à la fin des années 70, où il a créé l'université de Tizi Ouzou. Et donc, aux années 80, on a un premier mouvement qui est le mouvement berbère, qui est le mouvement d'identitaire berbère, du printemps berbère, dont tout le monde sait comment il a démarré par rapport à une interdiction, Mouloud Mamri, anthropologue, écrivain, de faire une conférence à l'université de Tizi Ouzou. Ce mouvement berbère s'est développé tout le long des années 80, il a été réprimé, et il faut dire que la caractéristique des mouvements des années 80, il n'y avait pas que le mouvement berbère, il y avait aussi une montée du mouvement islamiste, qui avait déjà démarré dans l'université à travers une demande d'ouverture de mosquées, etc. Il y avait disons, un mouvement un peu offensif par le bas dans l'institution. Et donc on a dans les années 80, je vais vite, excuse, on peut revenir sur les détails. Après, en les années 80, on a ce qu'on pourrait appeler des mouvements territorialisés, qui concernaient moins l'ensemble du territoire, mais qui étaient, disons, des mouvements identitaires. Mais la caractéristique, et on peut en débattre, et je pense que le débat est ouvert, la caractéristique, c'était qu'il y avait moins une contestation du pouvoir qu'une demande, que des demandes vis-à-vis du pouvoir, disons, de langue, d'identité, de religion, d'exercice de religion, etc., plus radicalisé, enfin plus, j'allais dire, salafiste à l'époque, néo-fondamentaliste. Et donc, le mouvement, c'était des mouvements identitaires années 80. Années 80, territorialisés. Il fallait donc on arrive à 88, octobre 88, c'est véritablement l'achèvement d'un processus, à l'achèvement, disons, d'une étape avec donc les contestations débridées qui ont été réprimées. Il y a eu plus de 400 morts où l'armée a tiré sur les jeunes. Et donc 88 a été un moment qui s'est étendu sur tout le pays. On ne parle que d'Alger, mais il y a eu à ce moment-là des manifestations dans toute l'Algérie. Et donc 88 a été, je dirais, l'achèvement de tout ça et le passage, tout à l'heure,
Tarek parlait de ce qui est advenu après, du changement politique, du multipartisme, etc. Et donc on est dans les années 80 vers une intervention d'ailleurs des intellectuels qui vont créer des ligues, d'ailleurs des ligues de droits de l'homme, etc. D'une certaine façon, le pouvoir contraint par les plans d'ajustement structurel avec une grosse crise qui arrivait, avec des mouvements sociaux qui montaient, a un peu libéré les choses par rapport à une participation à la marge, certaines créations de ligues de droits de l'homme, etc. On arrive donc en 90 avec la décennie noire, et finalement, il y a des mouvements qui reviennent, notamment toute la décennie après 2000, 90, ce sont des mouvements fragmentés, c'est des émeutes. Qu'on a ici ou là, des contestations pour l'eau, pour le logement, on bloque les routes, etc. Dans n'importe quelle région, les choses se font de cette manière et il n'y a pas de coalescence de ces mouvements parce que le pouvoir avait réussi à diviser, avait réussi à infiltrer un certain nombre d'associations, puisqu'il avait libéré à un moment le mouvement associationnisme et il avait, d'une certaine façon, il créait, il dissolvait dans le même, il infiltrait dans le même moment ces associations, et on arrive donc aux années 2000 avec toute cette fragmentation des mouvements sociaux, et les années 2000, les dernières années 2010, on voit apparaître de nouveaux mouvements sociaux en Algérie, de nouveaux mouvements sociaux qui s'inscrivent dans le contexte, dans la mondialisation, puisqu'on a partout des mouvements sociaux à partir de 2011, enfin des années 2010-2011, ce sont des mouvements qui s'inscrivent dans un espace-temps, à la fois d'injonctions supranationales, mais de demandes et d'exigences par le bas, d'exigences identitaires, d'exigences de liberté, de participation à la vie citoyenne. Et on a des mouvements sociaux partout dans le monde, avec Occupy Wall Street, etc., en Amérique latine, partout, et dans le monde arabe, à partir de 2011, ces mouvements sociaux sont leadership. Là, il faut cette caractéristique, le leadership est assez absent dans ces mouvements sociaux. On arrive finalement au mouvement de 2019, au mouvement, avant même le mouvement de 2019, un certain nombre de mouvements en Algérie commencent un petit peu à faire passer une étape qualitative vers, disons, des demandes de citoyenneté, en gros. Parce qu'on a le mouvement des chômeurs du Sud, le mouvement des jeunes du Sud qui demandent du travail, etc., qui occupent la rue pendant longtemps. On a le mouvement antichiste, qui se développe, des mouvements écologistes qui se développent dans le Sud contre l'exploitation du gaz par les schistes, etc. Et on a donc un passage qualitatif de l'action des jeunes Algériens vers des mouvements sociaux, disons, qui visent disons, l'effectivité de la citoyenneté, de la participation citoyenne. Et on aboutit à 2019, qui est effectivement un mouvement moins de contestation économique. Ça a été dit, je crois que ça a été caractérisé par plein de chercheurs et d'auteurs. C'est un mouvement de dignité, finalement. C'est un mouvement qui s'inscrit dans cet espace-temps, comme je disais tout à l'heure, qui est l'exigence de participation citoyenne et de dignité. Alors, quid des intelligentsia, des intellectuels dans ces mouvements? C'est un mouvement sans leadership, et justement la question qui se pose même jusqu'à aujourd'hui, c'est la question de la représentation, et de la question du leadership, et la question de l'organisation du mouvement social pour passer une étape qualitative. Certains marquent le fait que ce mouvement a échoué, entre guillemets, parce qu'il n'était pas organisé, parce qu'il n'avait pas de direction. D'autres, au contraire, trouvent que la force, c'est pas une faiblesse, que la force de ce mouvement, c'est de ne pas être organisé et d'être dans des demandes continuelles, d'être un peu l'aiguillon
par rapport à un certain nombre d'exigences qui vont se réaliser dans une plus ou moins longue durée. Parce que l'histoire est faite d'avancées et de retours, et les choses on passe pas, on ne va pas raser gratis demain, il n'y aura pas la révolution demain, mais en tous les cas, il y a quelque chose qui se passe de point de vue de ces transformations. Alors, pourquoi les intellectuels, ou les intelligentsias, ou les élites, de manière générale, mais c'est des notions qu'il aurait fallu peut-être redéfinir, parce qu'elles sont absentes dans l'affaire algérienne. Enfin, elles sont absentes d'ailleurs. Est-ce que c'est une caractéristique de ces nouveaux mouvements sociaux? Et quelle est la particularité du point de vue donc, de l'organisation du leadership en Algérie? Moi, je formule un certain nombre de pistes de recherche. Les élites en Algérie, ou les intellectuels, ont été toujours soumises. C'est des intellectuels, et là, il faut revenir à la longue histoire. Pas à l'histoire récente, mais même à l'histoire coloniale. Parce que la colonisation, comme vous disiez tout à l'heure, la colonisation n'a pas élargi l'éducation. Elle a d'une certaine façon, d'ailleurs, l'un des blocages de l'éducation a été que si on éduquait, on éveillait les consciences et on remettait en cause le rapport colonial. Et le lobby colonial s'est opposé à l'éducation. Contre Jules Ferry même, et contre la métropole, et y compris en Kabylie. Il s'est opposé à l'élargissement de l'éducation. Et il a fallu attendre plusieurs, disons, c'est la réforme de 47 qui a un peu développé l'éducation. Et puis quand De Gaulle arrive en 58, il élargit l'éducation. Et du coup, c'était un peu tard, je disais tout à l'heure, c'est 10% du classe d'âge, c'est des sources françaises, c'est pas moi qui les ai inventées. À l'école primaire, c'est 10% du classe d'âge à l'école en 54. Et sur les universités, allez voir les travaux de Guy Pervilliers, qui est un historien que vous connaissez, qui dit ça se comptait sur les doigts d'une main, les étudiants à l'université. Et ils étaient d'ailleurs dans des filières dominées, ils étaient dans des filières créées pour eux spécialement, des certificats spéciaux, etc., etc. Et les Algériens venaient en France étudier parce qu'ils séparaient de fait, dans leur esprit, la France coloniale de la France des droits de l'homme. Ils venaient ici à Toulouse, à Paris et à Montpellier, etc., étudier en médecine, les fils de notables ou les fils des classes moyennes, ou de ceux qui, comme disait Ferhat Abbas, on sait comment devenir bachelier, ceux-là venaient ici. L'université coloniale a commencé à connaître un petit peu une entrée des Algériens vers les années 50, mais très peu. Et en plus, ils sont tout de suite partis, à partir de la grève de 56, ils sont tous partis vers l'étranger. Il en est resté quelques-uns qui ont été dans des difficultés majeures pour étudier. Donc, la colonisation, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a, d'une certaine façon, produit deux types d'élites. Une élite d'acculturation, c'était les instituteurs, par l'école normale de la Bouzera, à travers des filières secondes. Il y avait d'ailleurs deux filières, la filière A et la filière B pour les indigènes, et une élite, disons, de différenciation, les Qavé, les Bachadel, les Moudarras, etc., pour la société. Et c'était très peu nombreux. Et ceux-là fonctionnaient comme des instruments de la domination, de contrôle de la domination coloniale. Je dirais très vite, par homologie ou affinité élective, l'État national a fait la même chose. En gros, il a massifié l'enseignement. On a une université aujourd'hui à 1 700 000 étudiants, presque la France en Algérie. Hein. Il y a une population de 42 millions, il y a 1 700 000 étudiants. Mais où sont les élites de ces étudiants? C'est une université de masse, où il y a des diplômés chômeurs, où il y a de l'exclusion, où tout le monde pense à aller ailleurs pour étudier, et le pouvoir coopte à l'intérieur disons, ces élites. Ils cooptent, et encore, ne peut pas développer, parce qu'ils fonctionnent à l'extraversion. Cette élite n'est qu'une élite de contrôle. L'élite d'expertise, elle est ailleurs. C'est des bureaux d'études étrangers, etc. Du coup, on a cette homologie où les élites sont soumises. Et d'ailleurs, l'élite elle-même, elle a été fracturée par l'arabisation, puisqu'il y a une fracture entre arabisés et francophones qui a été une dimension extraordinaire de lutte. Déjà dans les années 70, il y a eu les premiers morts dans l'université algérienne entre arabisants
disons, futurs islamistes et francisants. À l'université d'Alger, il y a eu 2 morts en 1975, parce que des arabisants manifestaient contre l'université, enfin les francophones, au moment des élections, la représentation des étudiants dans les instances de la jeunesse. Et donc, cette affaire a démarré à partir d'un processus d'arabisation qui a fonctionné en boule de neige jusqu'aux années 83, où tout l'enseignement a été arabisé, sauf quelques filières réservées, comme médecine ou architecture, et du coup, donc on a d'une certaine façon une première fracture entre les élites algériennes, d'ailleurs socialisées dans les mêmes moules, hein. Socialisées, même les francophones étaient aussi dans la traduction du discours politique boumédienne, révolution agraire, gestion socialiste des entreprises, etc., etc. Donc il y a d'une certaine façon soumission de ces élites, instrumentalisation de ces élites, et les élites elles-mêmes, elles étaient fascinées par l'État, parce qu'en Algérie, il n'y a que l'État qui place et qui classe. Les gens sont en demande d'État. Hein. Il n'y a pas de secteur où les gens pourraient, disons, la seule émancipation, c'est par l'étranger. Hein. C'est d'aller vers l'étranger, de s'émanciper de l'État-nation, et d'une certaine façon, vous devenez transgressif de l'ordre national, et vous plus dans le nous national. Et donc, de ce point de vue-là, cette fracture, elle s'est approfondie, d'ailleurs dans la décennie noire, elle s'est approfondie par la transmutation de ce mouvement de l'arabisation, mouvement de radicalisme islamiste, hein, et ça a continué après les années 2000, après même la fin de la décennie noire, ça continue, et on est au bout donc de ce cycle. Et on est au bout de ce cycle où, disons, ces fractures endurent. La crise endure, il n'y a pas d'autonomie des intellectuels, il n'y a pas d'autonomie d'un champ intellectuel, il n'y a pas de production, il n'y a pas d'altercation intellectuelle, il y a des formes de répression, et disons, on peut imaginer que les prochains mouvements sociaux seront plus débridés, seront peut-être, à Dieu ne plaise, plus radicaux, etc., parce qu'il n'y a plus d'espace, disons, du débat ou de la production d'idées ou d'alternatives nouvelles. Et les intellectuels sont soumis à l'asile ou à l'exil, ou l'exil intérieur ou l'exil extérieur, et aujourd'hui on n'a que des intellectuels aux ordres, des élites aux ordres. Voilà la jonction entre les mouvements. Il n'y a pas eu coalescence entre ces fractions intellectuelles. D'ailleurs, le pouvoir l'a si bien compris qu'il criminalise deux pôles de ces intellectuels, ce qu'on appelle les identitaires à travers le MAC, et ceux de Rachad, qui sont le mouvement islamiste, en disant ce sont des organisations terroristes, et du coup, pour qu'il n'y ait pas coalescence, pour que les gens se situent par rapport à ça, et que d'une certaine façon, les choses soient gelées du point de vue du débat intellectuel. Voilà où on en est, et je pense qu'il y a un enquistement, et les choses pourraient aller dans le sens véritablement plus critique, hein, à Dieu ne plaise. Je vous remercie pour votre écoute.